Un document édifiant, avec des témoignages bouleversants qui évidemment soulèvent beaucoup d'interrogations. Alors Fabien, vous qui avez vécu, on le rappelle, là-bas pendant 6 mois, une réaction? Je connais ces histoires, hein, je savais, mais je repense aux joueurs, je pense à Yost, que j'ai joué souvent, qui était pour moi un adversaire, mais surtout un joueur que j'admirais. C'était un joueur qui avait une puissance folle, une vitesse, un match winner, c'était un compétiteur, ça fait quelque chose, ça remue. Alors Fabien, vous avez vécu en plus des scènes relativement troublantes à la période où vous étiez là-bas, n'est-ce pas Mathieu? C'est d'ailleurs des scènes qu'on retrouve dans le livre, qu'on retrouvera le 24 avril, Retour intérieur, que vous avez coécrit avec Fabien aux éditions Solar France Télévisions. Il y a eu des scènes auxquelles il a assisté, Fabien Des rituels, on peut le dire, des rituels d'avant-match. Je vais vous lire quelques extraits de ce livre, Retour intérieur. Alors Fabien, il décrit ce qu'il y a vécu avec la Western Province juste avant les matchs. On vient de se réveiller et le doc tape à la porte. Il crie « vitamine, vitamine ». Il entre dans la chambre. Smith s'allonge à plat ventre sur le lit et le doc lui fait une piqûre dans les fesses. Il me propose la même chose. Je refuse. Smith était le capitaine de l'équipe. Je fais le lien aussi avec le match perdu en 1997 au Parc des Princes. Ce jour-là, ils sont plus puissants, plus forts. Ils font tout plus vite que nous. On prend une raclée 52-10. Après le match, on m'a dit que dans leur équipe, 14 joueurs avaient des autorisations de traitement pour l'asthme. Ils étaient tous sous ventoline. Alors certes, on s'était fait laminer, mais par une équipe sous traitement. Quand on a écrit ce livre ensemble, Fabien Galtier, vous m'avez confié que peut-être pour la première fois et l'unique fois de votre carrière, vous aviez été confronté au dopage, mais au dopage à leur insu. Oui, moi je dirais pas dopage, parce qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. En 95, le rugby est un sport amateur. Et on entend bien le mot religion. On sent la place que prend ce sport dans cette nation. Ils étaient avocats, ils étaient étudiants. Et moi, j'ai d'abord joué dans un club de la Western Province, au Cap. Là, il n'y a pas de médecin. Tu joues, c'est amateur, tu joues pour ton club. Et après, les meilleurs étaient sélectionnés pour la Western Province. Là, c'est l'équipe de la province, donc les meilleurs. Et on fait la Currie Cup. On joue dans des stades de 30, 40, 50 000. Là, il y a un médecin. Et le médecin, il l'a dit aussi, le médecin, on lui fait confiance. Le médecin, c'est aussi, il y a quelque chose de culturel. Et c'est vrai que quand on vous dit est-ce que tu prends de la vitamine, tu seras plus en forme, il n'y a pas de mot dopage. Je pense qu'à aucun moment, même j'ai vu cette façon de fonctionner, mais à aucun moment le mot dopage rentrait dans la chambre ou dans la discussion. C'était vous avez même dit que les piqûres de vitamines, c'était culturel pour eux, que c'était presque systématique. La piqûre, c'était vitamine, quoi. Le médecin est là pour te soigner, pour t'apporter ce dont tu as besoin. Et on ne savait pas du tout ce qu'il y avait dedans. Eux ne le savaient pas. En plus, ce sont des gens culturellement qui écoutent, qui sortent de l'université. Ce sont des afrikaners, ce sont des gens qui suivent la ligne tracée par celui qui est au-dessus. Et le médecin, il est culturellement au-dessus. Puis il y avait la victoire à tout prix. On sentait que c'était un projet, Nicolas l'a expliqué, d'une vie pour Mandela. Oui, mais là, moi, ce que je raconte, c'était la Western Province. Donc après, il y a l'échelle supérieure, c'est-à-dire les Springboks. Ouais. Et les Springboks, en 95, c'était ce phénomène de Coupe du Monde et la Rainbow Nation et toute l'histoire qu'on a racontée avec Mandela. Donc j'imagine qu'il y avait ce don. Et attention, ils ne gagnaient pas d'argent. On ne gagnait pas d'argent à cette époque-là. On gagnait juste le bonheur de jouer pour les Springboks. Vous voyez, ils prient, ils remercient Dieu. Ils remercient avant le match, ils remercient après le match d'avoir joué, d'avoir donné leur cœur. Et c'est la passion et juste le plaisir de jouer. C'est pour ça que moi, ce que je disais à Mathieu, pour moi, c'est pas dopage. Oui. C'est peut-être empoisonnement, mais pas dopage. Mais d'ailleurs, ils le disent tous. Enfin, ils refusent de parler. Le médecin, il n'a pas voulu parler, lui. Oui. Vous avez rencontré des difficultés pour tourner? Non, justement, il a fallu 2 à 3 semaines maximum de négociations avec les anciens joueurs et surtout avec l'entourage de Jos van der Versluizen. Vous imaginez pourquoi. Il a fallu d'une part se présenter et expliquer les thèmes qu'on voulait aborder. Évidemment, la maladie et le dopage. Et finalement, nos interlocuteurs, tous, ont accepté de nous répondre assez facilement, tous sauf un. Le médecin des Springboks, évidemment, sa réponse est très importante, mais voilà, il nous a tout simplement jamais répondu. Alors plus près de chez nous, en Italie, il y a une autre victime de cette maladie, la même que Van der Versluizen, c'est l'Italien Stefano Borgonovo, la star du Milan AC, qui est décédé en juin dernier de cette maladie. Il y a eu 70 décès en 35 ans dans le football italien professionnel, forcément de quoi interpeller la justice italienne. Et on va justement écouter, alors qu'on voit ici l'hommage qui avait été rendu à Stefano Borgonovo peu de temps avant son décès par
tous ses amis footballeurs. Eh bien, on va écouter le Raphaël Guardiello, le procureur turinois qui enquête sur ce dossier depuis 2000. Dans le cadre de cette enquête, on a étudié 3 hypothèses. Les produits pris par les footballeurs, les pesticides sur les pelouses des stades, et enfin, celle des traumatismes liés au choc que subissent les joueurs. Mais ce qui m'a le plus marqué, quand j'ai commencé à travailler sur ce dossier, c'est la consommation énorme de médicaments chez les footballeurs. Des produits destinés normalement à soigner des maladies, alors que ces joueurs étaient en bonne santé lorsqu'ils les prenaient. Relation effectivement intéressante de ce procureur. Est-ce que on peut faire un lien entre cette pathologie et le dopage? Alors, c'est important de le rappeler, d'un point de vue scientifique, il est impossible de faire un lien entre la sclérose latérale amyotrophique et entre le dopage. Mais nous devions poser la question, comme l'a fait et comme le fait encore la justice italienne, et nous devions aussi poser une autre question, c'est-à-dire l'éventuelle prise d'EPO par les Springboks en 95 et plus tard, puisque à ce sujet, sachez que des chercheurs français sont en train de travailler sur des nouveaux moyens de détection pour l'EPO, et leur conclusion numéro 1, c'est qu'à chaque fois qu'on prend de l'EPO, la substance qui accompagne l'EPO, c'est la fameuse vitamine B12 dont on parle. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ont pris de l'EPO, mais c'est important de le rappeler. Est-ce que, Nicolas Gay, une enquête comme celle qui est menée actuellement en Italie est possible en Afrique du Sud aujourd'hui? Non, c'est tabou. D'une part, il n'y a jamais eu d'enquête, et on préfère là-bas garder l'image des héros de la nation arc-en-ciel, pas prolonger le rêve de 1995. Juste une illustration de ça, nous sommes allés rencontrer le président de la Fédération sud-africaine de rugby et le président de l'agence antidopage. Ils ont tous les deux la même réponse. Il n'y a aucune raison d'ouvrir une enquête. Fabien, à votre avis, ce reportage, est-ce qu'il doit être diffusé dans les centres de formation chez nous? Oui, je pense que c'est une vocation d'éducation, je crois, ce reportage. Il y a un témoignage fort, des témoignages forts, et je crois que ce qui est important aussi, c'est, je me pose la question, est-ce que les médecins savaient ce qu'ils nous donnaient? Est-ce que les médecins savaient ce qu'ils donnaient aux joueurs? À des moments, quand je voyais ces piqûres de vitamines, est-ce que c'est pas des laboratoires qui distribuaient? Parce qu'il y a, au-dessus du médecin, il y a le laboratoire. Je me pose la question parce que vitamine, ça veut absolument rien dire. Mais est-ce qu'il faut être inquiet aujourd'hui pour le rugby professionnel? Est-ce qu'il y a des dérives? Est-ce que ce type de dopage peut nous toucher, nous aussi? Je ne crois pas, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de contrôle ou peu de contrôle. Et le rugby était amateur. Aujourd'hui, il y a un suivi longitudinal, il y a des contrôles, et puis ça coûte cher de se doper. Je crois que ça coûte cher. Donc, évidemment, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri du dopage. On le sait qu'après, en fait. Mais moi, je veux dire, quand on a pris la raclée contre les Springboks, j'en parle dans le livre, mais j'ai même pas envie de revenir dessus parce que j'ai pas envie de les salir. Cette équipe contre qui j'ai joué souvent était tellement belle, tellement vertueuse, j'ai même pas envie de les salir. Ouais. Qu'on leur laisse cette image, qu'on leur laisse le titre. Vous comprenez qu'on pose des questions, Fabien. Vous parlez aussi encore là de religion dans votre bouche. Vous prenez le même. C'est les mêmes arguments que vous prenez que les joueurs eux-mêmes. Que quand Jos van de Westhuizen dit « je suis heureux », vous ressentez la même chose en fait. J'ai pas envie de les salir. Je trouve qu'ils ont écrit des pages magnifiques. Et c'est vrai que peut-être, voilà, on en parle. Mais voilà, je crois que par contre, le document que vous avez diffusé, je crois qu'il faut le diffuser, il faut le montrer, il faut en parler, il faut témoigner comme fait Venter quand il va dans les collèges. Il faut raconter l'histoire, c'est certain. Merci beaucoup Fabien Galtier, en tout cas on était ravis de vous accueillir sur le plateau. Merci beaucoup Nicolas Gay pour ce formidable document. Juste pour vous dire que 58% des internautes pensent qu'effectivement il y a des doutes sur la victoire et donc 42% pensent le contraire. Et on prolonge le débat bien sûr dans la prolongation. Oui bien sûr, mais on est encore un peu sur ouais, c'est vrai. Et pourtant nous on a perdu en demi-finale contre eux. Oui, c'est vrai. Mais je crois que voilà, c'est l'histoire, il faut leur laisser le titre.